Bonjour, aujourd'hui on va regarder les isomorphismes exceptionnels. C'est encore quelque chose qui fait l'objet de développement à l'agrégation externe de mathématiques et qui est en plus qui s'inscrit dans l'histoire des groupes, dans l'histoire de la classification des groupes finis et qui est aussi passionnant en soi. On va expliquer assez rapidement, on va comparer en quelque sorte, bon ça c'est une approche, hein, Sn, le groupe Sn des permutations, et Gl de E. Oui, quand le cardinal de E est égal à n, finalement on remarque que le groupe linéaire de E permute n éléments quand le cardinal de E égale n. C'est pas tout à fait ça qu'on va faire, parce que ça, cette chose-là n'est pas intéressante. À partir du moment, regardez, E, donc j'ai dit qu'il avait n éléments, donc c'est un espace vectoriel fini, donc c'est sur un corps fini. Prenons des tout petits cardinaux, où on peut comprendre un petit peu ce qui se passe et bien voir ce qui se passe. Par exemple, F3 au carré. Donc vous avez le plan sur F3. Et la question, c'est que vous avez Gl2 de F3 qui va agir sur ces points. Comment il agit? Est-ce que n'importe quelle permutation peut être réalisée par un élément linéaire? Donc, en gros, quand on se donne la contrainte linéaire, que devient la contrainte au niveau des permutations que l'on fait des points? C'est pas forcément un problème très intéressant dit comme ça, parce que si j'ai un point ici qui est transformé par un élément du groupe linéaire, je sais que tout point collinéaire va être transformé en conséquence. Donc, bon, pour l'instant, le problème n'est pas très intéressant quand même, parce qu'on sait qu'on va vraiment pas pouvoir faire ce qu'on veut. En revanche, si on regarde le problème sur les droites, c'est-à-dire comment Gl de E va permuter les droites, ou inversement, on part d'une permutation des droites vectorielles, je parle des droites vectorielles, et est-ce que je vais pouvoir réaliser cette permutation de droite vectorielle par un élément de Gl de E? Ça, c'est un problème intéressant et qui va trouver des intérêts au-delà de la géométrie finie. Alors, regardons ce qui se passe. Par exemple, ici, j'ai le plan sur F2. Vous voyez, il y a 4 points. Bah oui, F2 au carré. Eh bien, j'ai donc 3 droites vectorielles ici. D'accord, 1, 0, celle qui est engendrée par un 0, celle qui est engendrée par un 1 et celle qui est engendrée par 0, 1. Vous avez ces 3 droites vectorielles. Est-ce que, est-ce que n'importe quelle permutation, par exemple une transposition de ces deux droites, est-ce que ça va être réalisé par un élément de Gl2 de F2? Bon, alors maintenant on va regarder le plan F3 carré, comme il était ici, mais on ne va pas regarder les points, on va regarder les droites vectorielles. Donc ici, j'ai 4 droites vectorielles. Vous allez me dire, j'en vois une là. Bah oui, mais moi je vois que celle-là, c'est aussi celle-là. Parce que ce point-là, il va se retrouver ici. Et en fait, ces deux droites sont les mêmes. Et en fait, il y a bien 4 droites vectorielles. Parce que je vais regarder juste des représentants de ces droites. Il y a le représentant, c'est toujours pareil. On a toujours, si la droite n'est pas la droite verticale, en quelque sorte, on a toujours un représentant qui a pour, et unique, qui a pour abscisse 1. Donc c'est celui-ci qui va m'intéresser. Donc j'ai 1, 0, 1, 1, 1, 2, et après j'ai plus rien dans F3. J'ai épuisé, donc j'ai plus que la droite verticale. Donc ça me fait bien 4 droites. Et celle-ci, c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est bien une droite, puisque par 2 points passe une droite, et là c'est une droite vectorielle, mais ici, celle-là, je dis que c'est celle-là. Voilà. Alors, avant de commencer un peu, on va faire un peu de comptabilité, du dénombrement, on va dire. Combien il y a de vecteurs dans FQ2? Évidemment, Q au carré. Là, il y en a 4, là, il y en a 9. Maintenant, combien il y a de droites? On a vu, en fait, il y en a Q, ici, plus 1, parce qu'on rajoute la droite verticale. Bon, oui, alors on peut aussi le voir comme ça. Le nombre de droites, on va compter le nombre de vecteurs directeurs possibles. C'est Q2 moins 1, puisqu'il ne faut pas prendre le vecteur nul. Et on va diviser
par le nombre de vecteurs directeurs d'une droite fixée. Et une droite fixée possède Q-1, elle possède Q vecteurs, et le vecteur nul qu'il faut relever, donc Q-1 vecteur possible. Donc il faut diviser Q2 moins 1 sur Q-1, et ça fait Q plus 1, on retrouve le Q plus 1. Donc bref, il y a Q plus une droite. Le cardinal de GL2 de FQ, qui est l'objet qui va agir sur les droites, et vectoriel, attention, c'est le cardinal, c'est Q2 moins 1, ça on le sait, on l'a vu plusieurs fois, facteur de Q2 moins Q. On choisit comme premier, en fait, d'abord, on dit que le cardinal du groupe, c'est égal au cardinal du nombre de bases, si on voit le groupe comme un ensemble de matrices de passage. Et ici, une base, eh ben, on choisit un premier élément, un vecteur libre, donc non nul, donc il y en a Q2 moins 1, et ensuite un vecteur qui est indépendant du premier, donc il ne faut pas le choisir sur la droite, engendré par le premier, ce qui fait Q2 moins Q. Donc maintenant, on a que GL2 de FQ, il agit sur les droites vectorielles, hein, un élément petit g de GL2 de FQ, il va envoyer une droite sur G2D, qui est bien une droite, et ça correspond bien à une action de groupe. Voilà. Et donc phi, on récupère, si vous voulez, le morphisme phi de groupe GL2 de FQ vers S de Q plus 1 parce qu'il y a Q plus 1 droite. Ce qui veut dire, c'est exactement ce qu'on disait au départ, comment GL2 permute les droites. Est-ce que j'ai le droit de faire n'importe quoi et ce sera réalisé par le linéaire? Est-ce que la contrainte linéaire va m'obliger à choisir certaines permutations admissibles, on va dire, et pas d'autres? Oui, évidemment, vous voyez bien que ici, on est en train de comparer un truc qui est de l'ordre de Q2-1 facteur de Q2 moins Q, donc qui est en Q4, à ici, où on est de l'ordre de Q plus 1 factoriel. Donc, vous voyez un petit peu, hein, c'est lui qui va gagner. On arrive à mesurer la contrainte, en quelque sorte. Alors là, la première chose qu'on va faire en regardant, pour analyser ce morphisme, il faut bien voir qu'on s'intéresse à son image, hein, c'est ça. Ce qui nous intéresse, ça va être de regarder le noyau. Alors le noyau, c'est quelque chose de bien connu, qui porte parfois le nom de lemme de Schur. Le noyau, c'est l'ensemble des automorphismes de FQ2 qui stabilisent toutes les droites. Voilà, donc U de D est égal à D, quel que soit D, pour toutes les droites vectorielles. Bon, alors, on sait, lemme de Schur nous dit que ce sont les homothéties. Bon, alors évidemment, les homothéties vérifient ceci, hein, les homothéties qui sont des automorphismes, donc homothétie de rapport non nul, ça vérifie ceci, mais réciproquement, c'est pas difficile de voir que si on est dans Kerphi, si on stabilise toutes les droites, alors on est une homothétie. Bon, c'est une preuve assez connue, bon, je la refais rapidement. Le fait de stabiliser toutes les droites, ça ne veut pas dire qu'on stabilise tout x pour l'instant. Ça veut dire qu'on a un lambda x pour tout x non nul, tel que u de x est égal à lambda x fois x, puisque la droite engendrée par x est stabilisée par u. Bon. Alors maintenant, le fait que ce soit vrai pour tout x va faire qu'on va prendre deux vecteurs indépendants, et que si on prend deux vecteurs indépendants, u de x et y, u de x plus y, ça va être d'une part égal à lambda indice x plus y fois x plus y, d'accord? Et ça va par linéarité être égal à u de x plus u de y. Donc lambda x plus lambda y, y. Et comme x et y sont indépendants, lambda x va être égal à lambda x plus y qui va être égal à lambda y. Donc on voit bien que lambda ne dépend pas de x. Et c'est exactement ce qu'on veut. On aura u de x égale lambda x. Voilà une preuve rapide. Bon, elle n'est pas tout à fait... Elle oublie des cas. Mais bon, en gros, on est convaincu par ça. Et toutes ces choses-là, vous pouvez les trouver dans le chapitre 8 de H2G2, donc de nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie, et aussi dans le chapitre 3 de carnet de voyage en algèbre. Alors maintenant, on va pouvoir passer au quotient.
puisqu'on a le noyau, et on va avoir une injection. Donc ça va nous donner une bonne idée, au moins, déjà dans un premier temps, du cardinal, de l'ordre, de l'image. Alors, regardez, on va avoir phi bar, c'est GL2 de FQ, qui passe au quotient du noyau. Donc ça va être le noyau, donc c'est un sous-groupe distingué. J'ai un groupe quotient, et le groupe quotient, c'est ce qu'on appelle le groupe projectif, PGL2, ici, de FQ. On en rajoute un P pour exprimer qu'on a fait un passage au quotient. Alors ici, on va avoir une injection. Donc maintenant, ça y est, l'image, je commence à avoir non seulement le cardinal, mais à avoir le groupe. Hein, c'est ce groupe-là. Alors ça devient important et on va partir de cette base. Alors par exemple, regardez ce qui va se passer. Et en petits cardinaux, c'est vraiment très très simple. Donc le cardinal ici, pour Q égale 2, c'est 2 au carré moins 1, facteur de 2 au carré moins 2, sur 2 moins 1. Alors pourquoi? D'accord, donc 2 au carré moins 1, facteur de 2 au carré moins 2, c'est ça, parce que c'est GL, et on divise par Q moins 1 en cardinal. Hein. Ici, d'après Lagrange, le cardinal du quotient, c'est le quotient des cardinaux. Donc ici, quand on calcule, ça fait 3 fois 2 sur 1, ça fait 6. Et là, on a Q plus 1, c'est 3, donc ici c'est factoriel 3, et bien on a égalité des cardinaux entre ça et ça. En gros, ça veut dire que l'image, c'est égal maintenant, puisqu'on a une injection. Et donc ça veut dire qu'ici, on peut faire n'importe quelle permutation. Il y aura un élément de GL2E qui va assurer la permutation des droites qu'on a imposées. Voilà. Donc c'est un peu c'est groupe et géométrie. Hein, vraiment, on est dans le thème groupe et géométrie. Maintenant, on va regarder le cas Q égale 3. Eh bien, vous voyez que on a 3 au carré moins 1, facteur de 3 au carré moins 3, ça c'est le cardinal de ça. Je vais diviser par ce cardinal 3 moins 1, puisque j'ai enlevé 0, et c'est égal à combien? Là, ça fait 8 fois 6 sur 2, ça fait 24. Et c'est aussi factoriel 4, puisque là, comme Q égale 3, on a S4 qui est de cardinal factoriel 4. Donc ça, c'est magnifique. Ça veut dire que ici aussi, je peux prendre n'importe quelle transposition, par exemple, et je vais avoir un élément de GL2E qui va permettre exactement, selon la transposition, ou selon le 3 cycles, je peux prendre un 3 cycles, et je sais que j'ai un élément de GL2E qui va assurer ça. Voilà, alors maintenant on va faire la liste des isomorphismes qu'on va obtenir, parce que qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de regarder Q égale 4, Q égale 5, Q égale 6, malheureusement, on sera obligé de s'arrêter, parce que ça n'existe pas. Mais ce type de problème est déjà à la source des groupes, c'est-à-dire dans la lettre testamentaire d'Évariste Galois, qui parle de ces problèmes-là, et qui pose des questions la veille, en quelque sorte, de son duel, va poser des questions à la postérité, à des gens comme Gauss et Jacobi, pour savoir si ces choses-là sont vraiment des choses importantes. En tout cas, lui, ça lui paraît complètement passionnant. Et il s'y est pas trompé, parce que d'abord, il a fait de bonnes conjectures, et ensuite, les gens au XXe siècle se sont passionnés de ces isomorphismes exceptionnels, en quelque sorte, qu'on va voir ici, au moment de la grande épopée de la classification des groupes simples finis.